Cette semaine, dans le balado, on va vendre des sapins de Noël à New York, on lutte en famille et on cherche à s'émanciper par la sexualité. Eh bien oui, bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut, ça fait un beau week-end si tu fais tous ces trois-là ensemble. Ben, on a comme un film de Noël et un film pas chrétien, disons ça comme ça. Donc, un film très chrétien et un film pas chrétien. Voilà, qui prône de bonnes valeurs et l'autre, ben voilà, qui, tout dépendant où vous vous situez dans vos échelles de valeurs. Mais assurément un film qui risque de faire jaser, je pense, parmi les passionnés de cinéma. Voilà. On a bien hâte de vous en parler. Sinon, petit tour d'actu quand même. Est-ce que tu avais repéré quelque chose de ton côté? Oui, je me suis juste attardé la courte liste des Oscars, le short list, qui est en fait certaines catégories. Déjà, on nomme 15 demi-finalistes, si on veut, qui vont éventuellement être réduits à 5-6 pour là, les finalistes, les finalistes finaux, hein, ça se dit bien ça, pour vraiment la cérémonie des Oscars. Et un des trucs excitants, notons qu'il y a 3 courts-métrages québécois qui ont été retenus au travers de soit en fiction ou en animation. Okay. Chamard d'Annie-Claude Caron et d'Annick Audet, Invincible de Vincent-René Lortie et Oasis de Justine Martin. Okay. Je les ai pas vus, là, c'est quand même plus difficile de voir du court-métrage, malheureusement, mais... on leur souhaite bonne chance. Bien sûr, quand même. C'est une belle vitrine, assurément, quand tu te retrouves en nomination, là, c'est sûr. Oui, voilà. Ne serait-ce que ça, c'est comme un gros buzz. Puis, ça arrive beaucoup des courts-métrages qui, un peu après leur vie en festival et international, se retrouvent des fois gratuitement sur Vimeo, qui est très fort là-dessus. Mais là, ça dépend, j'imagine, de la compagnie de production, distribution, quand est-ce que le cinéaste peut reprendre les droits et faire ce qu'il en veut. Fait que ça arrive que j'y vois, mais... 1 ou 2 ans plus tard, ou des fois, je me souviens plus qui. Je pense que c'est Ariane Louis XVI, quand on avait eu Vampire Humaniste, elle avait fait beaucoup de courts-métrages, puis là, j'ai cherché ces courts-métrages, puis elle en avait fait 5-6, là, plus officiels, subventionnés et tout, puis j'ai comme réussi à en écouter 4 gratuitement comme ça. Là. Enfin, ça prend un peu de recherche là, de Vimeo et tout, mais c'est pas des trucs... illégaux, là. C'est pas une espèce de Dailymotion weird ou de quoi, là. C'est juste, il est rendu gratuit, mais... Vimeo n'est pas une plateforme facile pour chercher. Il faut comme tu cherches par Google avec des mots-clés. User-friendly. Non, exactement. Puis tu vas au travers. Même si des fois, en tout cas, c'est moi qui ai poche avec, peut-être. Pourtant, j'utilise quand même pas mal. Pourtant, ils mettent pas ça sur YouTube, les créateurs. Je serais pourtant à croire que... j'ai l'impression que Vimeo est plus une plateforme de films que YouTube de consommation. Ouais, c'est ça, là, de topo, de vidéos et d'affaires comme ça. Ça se peut qu'il le soit aussi, mais je sais pas. Et c'est parce que Vimeo, parenthèse, travaille bien avec comme de la restriction puis des mots de passe puis des choses comme ça. Fait que ça doit arriver que, mettons, ils le mettent dessus. Puis là, ils l'envoient juste aux intéressés avec un mot de passe puis blablabla. Puis après, tu prends le même truc puis tu veux juste le rendre public. C'est aussi ce qui est le fun, c'est que tu peux écraser. Tu gardes tous les mêmes liens, les mêmes mots de passe, les mêmes affaires, mais tu écrases d'une nouvelle version. Tandis que YouTube, à moins qu'il faut payer pour, si, mettons, tu fais « Ah non, il y a une erreur dans ma vidéo », il faut comme tu la supprimes puis t'en fasses une nouvelle. Fait que tous tes liens marchent plus, tu perds tes commentaires, tu perds toutes tes affaires comme ça. Fait que c'est vraiment un truc plus professionnel puis de travail versus juste la consommation puis l'écoute, mettons. Bref, moi, c'est les films internationaux que j'aime bien, les meilleurs films internationaux. Puis ce que j'ai noté, c'est que... le Canada est dans la liste? Non, le Canada n'a pas été retenu avec Rojek. C'est terminé pour l'aventure canadienne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé à la courte liste, d'ailleurs. C'était les belles années de Villeneuve, Kim Nguyen. Xavier Dolan aussi. Dolan, c'était... je pense pas. Moi, je pense que... Ouais, je me mélange avec Cannes, mais... Je pense que c'était Philippe Falardeau. On a eu comme 3 de suite. Mommy avait peut-être fait la courte liste, mais c'était pas rendu au final. De mémoire, c'était Incendie, Rebelle, puis Monsieur Lazare. OK. Mais là, dans l'ordre, je me rappelle plus. C'est quasiment ça, l'ordre. Je pense que Monsieur Lazare est du bon sens là-dedans. Et il y a... ce que j'ai noté, c'est ceux qui vont sortir au cinéma prochainement. Fait que peut-être qu'ils vont... Ça arrive souvent, le film se démarque dans son pays, prend l'affiche, puis là, quelqu'un acquiert les droits, puis là, un peu autour de cette période d'Oscar et tout, là, ça va être la déferlance, comme on dit. Là, ils sortent comme tout en janvier, février, mars. Là. Fait que...
Du Danemark, il y a The Promised Land avec Mads Mikkelsen, qui est comme l'acteur danois. Bien sûr. Chouchou. C'est le Rémi Girard. Oui, même casting. Mais je pense que c'est... Oui, dans tous les films danois, je pense. Il faudrait que je mette ça là, sur une liste à m'amener, mais je pense qu'il est vraiment dans mon top 3 d'acteurs favoris masculins. Là. Puis à un moment donné, il faudrait juste que je m'arrête puis je la fasse. Je fasse l'exercice, là, mais j'adore sa filmographie, son choix et tout. Là. Bref, ça va sortir à l'hiver 2024. Les Feuilles mortes, ce qui représente la Finlande qui a passé, puis qu'on a eu récemment là, de Harry Kaurismäki, qui est peut-être encore à l'affiche dans certains cinémas à Montréal. La France, La Passion de Dodin Bouffant, fait la cote, la shortlist. Fait que le combat avec Anatomie d'une chute, à date, ils perdent pas la face. De l'Allemagne, La Salle des profs de Teachers Lounge va sortir à l'hiver aussi. De l'Italie, Moi Capitaine, Io Capitano de Matteo Garrone, quelque chose comme ça. Là, parce qu'il y a quand même un cinéaste italien assez établi. Il va sortir en fin février, il me semble. Du Japon, Perfect Days de Wim Wenders aussi sort en février. Puis là, tous ceux que je nomme, comme je dis, c'est qui ont fait de la courte liste. Fait qu'ils peuvent encore se ramasser là, vraiment... en finale. Donc, Wenders a tourné un film au Japon. Ouais. Quand même. Où je mélange toutes mes affaires, là, mais oui, ça représente le Japon, Wim Wenders. Mais lui, il est de où? Il est allemand. Ouais. OK, voilà. La Tunisie, Les filles d'Olpha, Four Daughters, qu'on entend beaucoup parler, entre autres chez Mediafilm, là, un grand hype. Il a été coté 2 remarquables. Je ne sais pas dans quel festival il a été présenté cette année et tout, devrait sortir en janvier. Puis au Royaume-Uni, The Zone of Interest de Jonathan Glazer, qui est comme... Bon, ça se passe en Allemagne, mais c'est une production du Royaume-Uni. Je pense que c'est lui qui est en tête de liste. Là, oui, définitivement. J'ai extrêmement hâte de voir ce film-là, qui avait été présenté aussi, je pense que c'était au TIFF. Je pense que c'est là qui a été dévoilé pour la première fois. Précis Deuxième Guerre mondiale, moi, ça me... fascine toujours. Ouais, voilà. Puis qu'aux États-Unis, il y avait une sortie limitée. C'est A24 qui le distribue. Il y avait une sortie limitée décembre qui disait. Puis le reste, expansion en janvier. Fait que à suivre dans vos cinémas qui ont ce genre de programmation. Cet hiver, et moi j'adore ces films-là, les meilleurs films internationaux. C'est souvent des drames, on s'en cachera pas. Oui, des certain. fois des comédies noires, mais j'aime bien ça. Donc à suivre. C'est un peu tout côté nouvelle, mais je sais que si vous vous intéressez, vous pouvez aller sur le site des Oscars et que j'oublie toujours comment on l'appelle. On dit les Oscars, mais c'est l'Academy Awards. Voilà. Il y a d'autres catégories aussi qui ont déjà des courtes listes. Je ne sais pas si toi t'en parlais ou pas plus qu'il faut. Non, mais tu sais, genre le maquillage, les effets visuels, le son, des affaires comme ça. Fait que déjà, ils nomment comme 15 films. Fait qu'on sait que ça va être parmi ceux-là. Puis là, il y a Oppenheimer qui est pas dans effets visuels. Qui a créé une petite controverse sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'on dit. On dirait que maintenant, c'est ça qu'en discutant ensemble hors micro, je pense qu'on souligne beaucoup les effets numériques. Fait que quand on filme, tu recrées des explosions puis tu fais des effets pratiques, on est comme, mais c'est pas ça. Là, on n'en veut plus de ça. C'est old school. C'est trop old school. Ou que justement, on parle beaucoup de l'explosion, mais globalement, dans le film, il n'y en a pas assez pour générer. J'avoue que toute la partie procès. Puis c'est ça. Effectivement, il y avait des coins spectaculaires, mais... Est-ce que ça mériterait vraiment une nomination je pense pas visuel? Je pense pas. Non, il va sûrement avoir son lot de nominations dans plein d'autres affaires. Comme tu dis, en son, il est un des premiers. C'est lui qui se démarquait vraiment là, dans l'année. Effectivement, au niveau sonore. Je pense que c'était la force du film, en fait. Plus que les effets visuels. C'était le son, l'ambiance qui était incroyable. Donc, c'est bon. Moi, j'ai... Parle-moi de quelque chose. Je vais te parler de... Enfin, on a le dénouement de Jonathan Majors, le comédien. C'est ça, qui était en ascension incroyable cette année. En fait, ça s'annonçait pour être son année avec Ant-Man, Creed 3. Il y avait un autre film dont le titre m'échappe qui devait sortir. Oui. Mais qui était on est en train de cacher sous le tapis du côté de Fox Searchlight. C'est des déboires judiciaires, évidemment. J'ai Dream Scenario en tête, mais c'est pas ça, non, évidemment. Mais ça ressemblait à ça. Mais bref, on le saura jamais. Le film va sûrement être tabletté et ne jamais sortir. c'est ça. Ou glisser sur Disney Plus à m'amener. Il avait été accusé de voie de fait sur son ancienne copine. Et, il est reconnu coupable. Puis là, il était recoupable sur certains chefs d'accusation, plus mineurs que majeurs, mais quand même, le dommage est fait. De toute manière, je pense que d'autres poursuites aussi. Là. Sur le tournage d'Ant-Man, il y a une... je me rappelle plus en tout cas, une employée, mais je me rappelle plus de son rôle. Là, c'est un maquillage ou dans les cascades, bref...
qu'il est accusé aussi là, de comportement inapproprié. Donc, Disney, ils ont coupé court à son contrat évacué de Marvel. Alors, Kang ne sera plus joué par Jonathan Majors, qu'on avait vu dans Ant-Man, qu'on avait vu dans Loki aussi. Ouais. Alors, pas de nouvelles quant à savoir si on conserve le personnage et on le remplace par un nouveau comédien ou si on va évacuer carrément cette histoire-là. Donc, on va, j'imagine, avoir des nouvelles dans les prochains mois. Ne nous attardons pas trop au MCU, mais je pense que, je me souviens plus si on l'a dit, mais c'est le moment d'en profiter pour réaligner. Là, déjà, on prend une pause d'1 an, on a repoussé plein de films, puis là, c'est une catastrophe quand même l'année chez Disney, côté blockbuster. Fait que c'est le temps là, de revoir où est-ce qu'on s'en va, mettre ça plus clair, moins de films par année, plus une... Fait que, vous voulez aller avec Kang, pas de problème, recastez-les puis tout, mais axer là-dessus. Là, Moi, je verrais bien Denzel Washington là, jouer. Ça serait hot, je pense que ce serait très bon. Parce que le personnage est comme un variant de toute manière, donc il y a comme plusieurs variants de Kang, alors ça pourrait très bien passer. À suivre, sinon, ou John David Washington, finalement, son fils. Oui, tout à fait. Les deux, dans des ça variants. Ça pourrait être très hot, ça, quand même. Plus une nouvelle qui concerne vraiment l'industrie même du cinéma, mais qui peut avoir de grandes ramifications pour les consommateurs. C'est ces rumeurs cette semaine qui ont sorti de ce merger, je cherche le mot français. Fusion, oui, tout à fait. Entre Warner Brothers Discovery et Paramount. Donc, ça serait quand même... Il reste très peu de majors, qu'on appelle, dans le milieu du cinéma, donc des studios de la première heure. Il y en a 5. Oui, c'est ça. Fox existe encore, mais n'est plus autonome, appartient à Disney depuis 2 ans. Oui, mais c'est... un peu plus que ça. 3 ans peut-être. Là, il reste Warner, Disney, Paramount, Universal, Sony. C'est ça. Top 5. Voilà. Fait que là, si t'en colles 2 ensemble, ça leur permet d'être plus gros, plus fort. Oui, mais en même temps, plus de contrôle, moins d'options, moins je pense, d'offres. Moins de compétition. Moins de compétition, effectivement. On ne sait pas si ça va demeurer des entités séparées ou comment ils vont gérer ça. Là. C'est de la poutine interne. Mais je pense que le geste derrière ça, en fait, ce qui les motive, c'est évidemment la bataille des plateformes. Donc, probablement qu'il y aurait une fusion aussi de Paramount Plus et Warner et HBO Max, ou là, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, je pense que c'est ça. Max, donc évidemment, c'est plus de contenu offert. Je sais que Paramount est en grande dette depuis quelques années, donc je pense que eux, c'est plus eux qui ressentent la pression de vendre des divisions, de se restructurer. Top Gun Maverick, ils n'ont pas réussi à payer ça. Non, je pense qu'ils sont en dette de... Écoute, je pense que c'est trop. J'avais-tu lu 4-5 milliards, quelque chose de même. Là, fait que non, assez solide. Et Warner Brothers, eux, en 2024, en tout cas, là, c'est des technicalités comptables, mais avec l'achat par Discovery, là, les crédits d'impôts, tout ça font qu'ils sont libérés, fait qu'ils pourraient acquérir Paramount, puis étaler ça. Là, et tout ça, là, au niveau fiscal, ça serait avantageux pour eux. Donc, j'ai bien hâte de voir. Puis même, au-delà de la fusion, il y avait même des rumeurs que Warner Discovery pourrait tout simplement acheter la maison mère de Paramount là, parce qu'ils ont les moyens. Fait que voilà. Fait que ça reste à voir. De ton flair ou je sais pas, ton expérience, le fait qu'une rumeur comme ça circule, penses-tu que ça a des chances d'arriver? Moi, je pense que oui. Je pense que ça va se faire honnêtement. Je pense que Paramount est comme trop fragilisé en ce moment. Fait que je pense que Warner vont juste en profiter pour étendre leurs tentacules encore plus. Et les rumeurs sont quand même fondées quelque part, parce que ça a été confirmé que les 2 présidents ont passé du temps ensemble à New York, ont été vus dans des restaurants discuter. Aller jouer au quai. Ouais, c'est ça. Aller jouer. Il était au Toys R Us à New York. Là. Une balade dans Central Park. C'est pas le Toys R Us, c'est juste le magasin Lego, c'est ça. Oui, c'est ça. Toys R Us n'existe plus à Times Square, malheureusement. Moi, j'aimais bien l'effet au Schwartz, mais lui aussi a disparu. Donc, bref, à suivre, mais grosse nouvelle qui risque de brasser quand même le milieu de l'industrie du cinéma. Fait que moi, c'est le tour pour les actus, à moins que tu avais d'autres choses. Non. Bande-annonce... écoute, on a eu un petit teaser. Hein? Un petit teaser qui est tombé sur les réseaux sociaux cette semaine, jeudi, je pense, et qui va être devant plusieurs films à la demande du distributeur en ce temps des fêtes sur vos écrans. C'est pour Nos Belles Sœurs, qui est
l'adaptation comédie musicale de la pièce Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. De Michel Tremblay et qui avait été mise en scène par René Richard Cyr sur les planches, j'allais dire à Broadway, mais sur les planches québécoises. Et qui signe le film quand même. Et Alors, voilà, je pense que c'est une première réalisation vraiment cinématographique pour lui de mémoire. Parce que je me souviens on avait pas parlé qu'il du tournait projet un film. là, il y a quelques temps quand ça avait été annoncé avec le casting et tout. Fait que là, c'est cool, la petite... ouais, ça en introduit les 30 secondes comédiens. ouais, ça m'a rappelé un peu l'histoire aussi, là, de comme toutes les madames, puis il y en a une qui gagne le fameux concours, là, genre d'épicerie ou d'affaires comme ça, puis qui crée un peu de jalousie, puis que... Ouais. Alors, petit rappel du casting, moi je l'ai noté. Veux-tu que j'y aille? Ouais, vas-y, j'ai pas noté, je me souviens Donc, que quand même, Geneviève Schmidt. Oui, Guylaine Tremblay, Debbie Lynch White, Anne-Élisabeth Bossé, Véronique Dicker, Valérie Blais et Diane Lavallée. Alors, quand même, pas une brochette de comédienne. Voilà. Musique de Daniel Bélanger, quand même. Ouais. Faut souligner ça aussi. Donc, prend l'affiche le 11 juillet. Alors, on se positionne comme le gros film québécois avec 1995. Ouais, qui lui est le aussi. 31 juillet. Mais en même temps... mais c'est fin de se donner un genre de 3 semaines comme ça entre les deux. Mais là, je pense comme deux publics aussi différents l'un de l'autre. Là. En fait, je pense que moins de jeunes, honnêtement, qui vont aller voir les Belles-Sœurs, mais ils vont plus aller voir 95. Peut-être un public plus âgé qui vont aller voir les deux, tout simplement. Donc, ou nous. Alors, on va aller voir les deux. Mm-mm. Moi, j'ai remarqué, c'est plus niché, là, mais je sais pas si tu as vu passer The American Society of Magical Negroes. Non, j'ai pas vu ça. C'est une bande-annonce d'un focus feature, donc qui va être distribué par Universal, avec Justice Smith, qui était dans, entre autres, Donjons et Dragons, tu parlais de Paramount. Okay. Lui qui fait le magicien, là. Et dans Pokémon Détective Pikachu et tout. Ça sort fin mars, fait que c'est une espèce de romance mais fantastique ou un peu slash sci-fi où les Noirs, les Afro-Américains auraient comme certains pouvoirs magiques, puis leur but c'est de équilibrer la société en rendant les Blancs à l'aise face aux Afro-Américains. Et là, va venir au travail. Fait que, il y a toute cette espèce de mythologie-là qui est très intéressante, qui a été travaillée dans certains films quand même, justement, d'une espèce de nouvelle vague de cinéma afro-américain, si je peux dire, là, socialiste, un peu flyé. Puis... mais là, va venir à ça une espèce d'histoire d'amour que là, il faut qu'ils mettent l'ordre dans le bureau, mais là, il tombe en amour avec la fille, mais là, l'autre gars, le blanc, pense qu'il est en amour, qui veut les matcher eux ensemble, fait que ça fait un genre de triangle amoureux qui met en problème, en péril là, sa nouvelle job de genre magicien et tout. Fait que je sais pas, ça peut virer à la catastrophe, mais il y a une prémisse que je trouve très intéressante. Fait que à suivre. Ah, très bien. On pense pas souvent à Focus Features parce que tu sais, aux États, c'est plus le studio qui distribue son propre film. Nous, c'est tout ramassé dans les majors, comme on parle, mais c'est vrai que c'est une compagnie qui est assez excitante, je trouve. Oui, quand même. Dans leur... Eux sont souvent... Une certaine audace. Oui, puis ils distribuent beaucoup de films britanniques aussi, me semble. C'est souvent Focus. Donc, surtout les films, genre en tête de Four Weddings and Funeral, là, de sa gang Richard Curtis et tout ça. Là, c'est souvent avec Focus. Je me demande si même... comment il s'appelait le film de... Polite Society. Ouais, exactement. C'est ça que j'allais dire. D'arts martiaux indiens britanniques, là. C'est ça, ouais. Scott Pilgrim britannique. Genre, ouais. Bon, ben, allons-y. Il y a 10 000 films qui prennent l'affiche. On ne s'attardera pas trop dessus. Mais bon, faut quand même vous en parler un petit peu. Par lequel tu veux commencer? Ben, allons-y avec notre film québécois, Restons chauvins, Sapin de Stéphane Demoucarzel. Sapin avec un signe de cash à la fin. Avec Étienne Gallois et Diane Roussel. Notre sympathique Rémi, joué par Étienne, commet une bourde là, dans son patelin en Abitibi et doit retrouver 15 000 $ cash assez rapidement. Fait qu'on va lui donner un bon tuyau, puis c'est d'aller vendre des arbres de Noël dans le Bronx, à New York. Sauf que c'est un emploi illégal, dans le fond. Fait qu'il arrive comme, pas comme immigré, mais tu sais... Travail au noir à vendre des sapins de Noël. Fait qu'il va rentrer dans cette espèce de gamique-là et surtout être vraiment sorti de sa zone de confort, comme on dit, réaliser qu'il faut qu'il vive pratiquement dans la rue, dans une vanette. Et il va être
jumelée avec le personnage de... J'oublie son nom, mais en tout cas joué par Diane Roussel, qui, elle, est une Française un peu plus habituée à ce genre de travail, avoir un temps planter des arbres, cueillir des cerises, ce genre de trucs, un peu plus hippie. Fait que ça aussi, ça va le confronter avec peut-être ses valeurs et sa préconception du monde et de comment on doit vivre. Fait que il y a une thématique noëlée autour de ça. On vend des sapins, on est en amont de Noël, mais il n'y a pas comme présence du Père Noël et de la magie de Noël. Là. C'est pas ça. C'est pas 23 décembre. Faut non, vous exactement. Dire d'emblée. Mais il y a quand même un certain récit d'apprentissage au travers de ça, là, d'un jeune homme qu'on comprend être quoi, peut-être 21-22 ans, qui va sortir grandi de cette espèce de moi-là à vivre dans une certaine misère. Moi, je trouve que c'est un film, honnêtement, une bonne petite comédie très sympathique. Justement, attendez-vous pas à un film du type 23 décembre. Quand même une facture un peu cinéma, un peu d'auteur. Ça demeure quand même un film à petit budget. Là. Mais honnêtement, pour ce que c'est, moi, j'étais agréablement surpris. Étienne Gallois est vraiment sympathique. Une bouille qui passe bien à l'écran pour ce genre de personnage-là. C'est parfait. Bonne chimie avec sa co-vedette aussi. Ouais. J'ai cru en leur différence de personnalité ou un peu le clash. Puis, honnêtement, l'histoire, je la trouve vraiment intéressante. Je trouve que c'est une prémisse qui est originale, qu'un phénomène que je ne connaissais pas qui existe pour le vrai. Oui, c'est ça. On pense que ça sort de nulle part, mais ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment un phénomène qu'il y a des travailleurs québécois qui vont là. Fait que ouais. Puis il y a des bons petits twists dans le scénario, là. Fait que tu voulais chercher un bon petit divertissement quand même léger, là, on s'entend. Je pense que ça fait très, très bien la job. Puis, je dois dire que quand on en avait parlé, parce que ça fait déjà peut-être une semaine qu'on l'a vu, peut-être même plus, 10 jours peut-être, j'avais été quand même rude faire le film, puis j'y ai repensé, puis je pense que j'étais juste dans une mauvaise journée où j'avais peut-être trop d'attentes pour le film. Puis un des comparatifs que ça m'a fait penser, c'est Farador. Il n'y a pas la mythologie là, du court-métrage, puis on n'est pas dans le fantastique comme ça, mais le genre d'humour, un peu le ton du film, le niveau du jeu, ces affaires-là, je fais comme moi, je pense que c'est un certain comparatif, puis tu sais, j'ai vraiment beaucoup apprécié Farador. Je peux pas dire que c'est un grand film, mais que c'est un film vraiment plaisant. Puis je pense que finalement, ça pince classe-là aussi. Peut-être que j'attendais de quoi d'un peu plus... mafieux, tu sais, il se passe comme de quoi avec ça dans le film, mais finalement, ça reste assez léger dans une certaine façon. Puis j'ai fait, OK, tu sais, c'est un ton grand public quand même dans sa facture. Fait que c'est peut-être ça. Je m'attendais à de quoi de A24, tu sais, un peu plus ciblé, alors que le film tire un peu plus large. Fait que c'est juste pour ça. C'est moi qui cherchais pas le bon film quand je l'ai vu, parce que je pense bien que je vais retourner le voir si ça intéresse ma blonde ou quoi que ce soit. Là, je trouve Parfois, ça arrive. Écoute, mais si vous voulez en savoir plus sur le film, on a eu le bonheur de rencontrer donc le réalisateur, co-scénariste Stéphane Moukarzel et Étienne Gallois. Les deux très sympathiques, une conversation très enrichissante. Ouais. Bourré de fou rire. Oui, vraiment. Il y a un rire contagieux, Étienne. Vraiment. Donc, on vous invite à aller découvrir cet épisode-là. C'est super intéressant parce que tu parlais de sa bonne bouille, puis on en parle dans l'épisode justement parce qu'à un moment donné, il se sentait mal. Ben, pas il se sentait mal, mais il s'est remis en question parce qu'on dirait que j'ai un casting de cette grosse face-là, la bouche ouverte, puis là, finalement, il réalise que c'est sa couleur, tu sais. Fait que tant mieux si, au final, ça lui permet d'avoir des rôles puis des choses comme ça. À cause de ça, bon, ben, aussi bien l'embrasser plutôt. Ouais, tout à fait. Fait que c'est un peu ça. Mais, ouais, voilà. Fait que l'épisode est en ligne. J'ai vu des problèmes de mise en ligne, mais là, ça s'est réglé. Au moment d'enregistrer, c'est disponible. Puis, il n'y a pas de spoiler. On évite quand même, là, vraiment, sur la finale et des choses comme ça. Fait que vous pouvez l'écouter pour vous convaincre d'aller le voir. Donc, ça me fait souvent ça, je dois avouer. Là, c'est mon constat de l'année aussi quand... écoute, on rencontre pas tous les films québécois, tous les artisans. Des fois, on n'a pas l'occasion, des fois, on manque de temps nous-mêmes pour le faire. Mais ça m'est déjà arrivé des films que je trouvais moyens, puis on parlait quand même au monde parce que les films avaient des sorties plutôt larges, là, plus grosses que celle-là, mettons. Puis ça me faisait apprécier le film. Parce que il y a personne, en tout cas au Québec, que j'ai rencontré qui fait un film pour faire un film, là. Non. Ça fait tous 7 ans là, qu'ils grindent ça, puis qu'ils travaillent, puis que puis les acteurs sont contents. Hey, je fais tout le temps de la télé, enfin, j'ai joué au cinéma, j'ai vraiment aimé ça, puis là, c'était fou, puis on avait du temps, puis c'était beau, puis blablabla, puis t'es comme, OK, c'est... Tout le monde parle de bonnes intentions, c'est certain. Ouais, puis tu sais, pour citer, plusieurs personnes le disent, tu sais,
chaque film est un miracle. Là. C'est comme ça a pu s'effondrer à tellement de moments. Fait que juste le fait que ça arrive, que Sapin, par exemple, se retrouve sur, je sais pas, 50 écrans à travers le Québec pendant le temps des fêtes, juste ça, tu sais, c'est extatique. Là. Je sais plus si ça dit, je sais plus si c'est un anglicisme. Là, mais en tout cas, c'est euphorique. Là, en tout cas, c'est comme, wow, ce film-là existe. Ils ont pris le temps. Puis ils ont fait ce film-là pour divertir, pour faire rire, pour émouvoir, pour conter une histoire. Fait que, tu sais, ouais, c'est ça. Même des trailers, des fois, que je suis comme, je trouve que ça tombe à plat un peu, mais tu parles aux personnes, puis eux, ils diront jamais c'est le meilleur film de tous les temps, mais c'est comme, hey, j'ai fait le mieux que je pouvais, j'ai mis toutes mes énergies, j'en ai fait des nuits blanches, puis je vous le présente. Fait que tu peux pas juste balayer ça du revers de la main en disant, c'est de la merde. Bien d'accord avec ce que tu dis. Fait que, bref, c'est ce que le podcast nous permet aussi, là, c'est de voir énormément de films, puis comme d'apprécier, on dirait encore plus les coups de circuit, les films géniaux, puis de respecter finalement les films qui ont des fois un peu moins réussi. Mais je suis moins... je garde quand même une réserve sur les super productions américaines. Parce que je trouve qu'ils ont vraiment un objectif de viser large, puis de dire faut amener tout le monde, puis là, blablabla. Fait que ceux-là, quand ils se pètent la gueule, j'en suis pas heureux, mais... c'est ça. T'as essayé de... T'as essayé de trop plaire, fait que ça marche pas. Là. On a vu derrière que c'est la machine, c'est l'usine à saucisses, là, quand même. Là. Fait que, voilà. Donc, Sapin, je pense que c'est le bon feel-good de film à voir dans le temps des fêtes si comédie musicale à la Wonka n'est pas votre genre. Oui, exactement, c'est ça. Il n'y a pas de chanson. Quoi qu'il y a un vidéoclip dans le film, c'est ça, mais en tout cas, eux ne chantent pas. Allons dans un registre complètement différent avec Poor Things de Yorgos Lanthimos. Lanthimos, oui, exactement. Qui risque de vous déstabiliser. Moi, je pense que c'est le film audacieux de l'année. Oui, j'ai pas en tête les 12 mois de visionnement, mais définitivement, ça en est un. C'est pas pour rien aussi qu'il se retrouve sur écran à la fin de l'année comme ça. Oui, pour le temps des fêtes, mais surtout, la limite pour les Oscars, et etc., pour qu'on l'ait en tête. Lanthimos, c'est plus à présenter, après surtout The Favourite, mais aussi des films comme The Lobster ou The Killing of a Sacred Deer. Ça s'appelle Pauvre créature au Québec. Il n'y a pas de version française, mais vous pouvez le trouver en version sous-titrée en français. Fait que Poor Things, c'est ça, je me souviens plus. Je pense que c'était à Venise qu'on disait qu'il a été présenté. Il a gagné plein de prix. Ouais. Ça met en scène Emma Stone dans le rôle principal. On y retrouve aussi Willem Dafoe, Mark Ruffalo et une autre couple de faces plus ou moins connues. On est dans l'Angleterre du 19e siècle. C'est une jeune femme qui s'est suicidée. Puis un espèce de savant fou joué par Dafoe récolte le corps pas longtemps après sa mort et réalise qu'elle était enceinte, donc va prendre le cerveau du bébé et le mettre dans la tête du corps de la jeune femme, ce qui va faire une espèce d'enfant humain. Puis c'est comme une expérience juste pour faire son suivi. Mais là, en force d'évoluer, elle va comme s'émanciper et ça va passer beaucoup par sa liberté sexuelle parce qu'elle va découvrir le plaisir charnel, là, dans le fond, là, de se faire jouir, c'est vraiment le fun. Sauf que là, il va venir des hommes autour d'elle qui vont être vraiment attirés par sa beauté et un peu sa naïveté. Fait que vous comprenez elle est très différente, c'est certain. C'est ça, et vous comprenez que tout ça devient une espèce de parallèle sur la relation des femmes avec la sexualité et des hommes envers les femmes et leur sexualité dans un univers assez éclaté qui on va en discuter, peut rappeler un Tim Burton, un Terry Gilliam dans leur premier fait d'armes. Fait que c'est une œuvre assez unique, pas du tout indigeste. Là. Ça coûte très bien là, pour nous qui écoutent quand même des films weird un peu. Là. Ouais. Mais il y a quand même un humour sous-jacent là, présent dans le film quand même. Là, un ton humour noir. Mais j'ai vu des films que, mettons, les parallèles avec la société puis la métaphore étaient beaucoup plus subtils que ça. Il n'est pas nécessairement dans notre face, mais on comprend ce qui se passe. C'est comme un conte, là, finalement, un peu à travers ça. Fait que tu parles de conte, c'est pas ça n'est pas surprenant parce qu'en fait c'est une adaptation déjà d'un roman. Alors c'est un roman d'Alastair Gray, un Écossais publié en 92 qui s'amuse un peu
reconstruire le mythe de Frankenstein. Le lien est très évident. Emma Stone fait penser à la fiancée de Frankenstein, finalement. C'est vrai, ouais. Et Defoe est un peu ce savant fou-là. Fait que, bien cicatrisé du visage. visage. Tout à fait. En fait, c'est lui qui est comme la créature, justement, défiguré, repatché un peu. Mais écoute, au niveau visuel, c'est d'un esthétisme incroyable, un côté un peu steampunk. Oui, tout à fait. Faisait du Jules Verne dans les machines, les bateaux et tout ça. Tout est tourné en décor, là, ouais. mais c'est super cool. Tu le vois que c'est des décors, mais c'est ça le but, là, à un moment donné, quand il se retrouve vers la fin à Paris, enneigé, là, c'est des gros sets, là, des gros décors. Oui, c'est un bon budget pour un film indépendant. Oui, pas indépendant, vraiment. mais niché de genre. Puis on voit que l'argent est à l'écran. Dans les maquillages aussi, justement, Willem Dafoe est vraiment incroyable. Moi, je suis un fan d'Emma Stone à la base. Je trouvais qu'elle était brillante dans son jeu. Oui, très audacieuse aussi, parce qu'elle se livre. On la voit nue. En débat sexuel. Oui, et c'est tout, ça. Là, donc, quand même, pour une comédienne de son statut, c'est pas quelque chose qu'elle est obligée de faire. Fait que je pense qu'elle aime vraiment son rôle. Elle est d'ailleurs productrice du film. Je pense qu'elle aime les projets audacieux. Peut-être que c'est quelque chose qu'elle veut explorer un peu plus. Mark Ruffalo est vraiment aussi très bon dans l'espèce de... un avocat c'est un genre de dandy qui veut profiter sexuellement d'elle, mais qui va finalement se retrouver amouraché d'elle. Et ce qui est intéressant tout au long du film, c'est qu'autant... En fait, le personnage d'Emma Stone, Bella Baxter, passe de femme-enfant à une femme érudite quand même. Elle va évoluer intellectuellement aussi. Et le personnage de Mark Ruffalo, lui, va régresser. Il devient finalement une pauvre bête, un peu débile. Fait que j'aimais la juxtaposition de l'arc narratif de deux personnages. Fait que bref, c'est un film qui est, je trouve, très bien écrit, les dialogues intelligents. Et moi, j'aime ça être déstabilisé. Et ça a été le cas. Je m'attendais à un délire. C'est le cas aussi, mais bravo. Moi, quand je te l'ai dit, je trouve que c'est un miracle qu'un film comme ça peut être financé par les Américains, surtout. Oui, ça a coûté genre 35 millions de ce qu'on peut voir. C'est beaucoup, tu sais. Mais tant mieux, c'est vraiment un film que... Écoute, ça se peut que ça vous intéresse pas pantoute, mais les deux, on a adoré dans ce genre hors des sentiers battus et qui va être dans les conversations d'Oscar. Ça, c'est certain. Puis peut-être qu'il y en a que ça saoule qu'on parle toujours d'Oscar, là, mais malheureusement, on s'approche de la période puis ça digue beaucoup le cinéma nord-américain. Mais voilà. Patinage un peu. Mais si vous êtes aventureux et vous laissez quelque chose de différent, allez avec Poor Things. C'est 13 ans et plus érotisme. Soyez avertis quand même. Et je me demandais si tu penses que... Parce que quand je mettais mes notes à jour, je pars de mon fichier de la semaine dernière. Puis là, là où je l'avais mis, je pensais que j'avais mis le nouveau synopsis, mais c'était l'ancien synopsis, puis c'était à Londres au 19e siècle. Fait que je suis comme, il pourrait avoir un crossover avec Wonka, parce que les deux sont en Angleterre, au 19e siècle, un peu steampunkesque magie. Vraiment, vraiment. Fait que ça serait pas pire, une espèce de chocolat qui crée l'orgasme ou quelque chose comme ça, là, peut-être. Donc, voilà, pour Poor Things. Je pense qu'on en dira, tu sais... Là, c'est la mode, là, ces temps-ci, là, on enregistre le 22 décembre. Tous les balados, tous les journaux, on est dans les tops de l'année, les récapitulatifs de l'année. Nous autres, on a manqué de temps pour le faire là, fait qu'on le livrera en début d'année à ce moment-là. D'autant plus que c'est une grosse émission aussi. Il y avait déjà beaucoup de sorties. Exact. Et on vous laisse laisser le temps de voir les films qui vont arriver à Noël le 25. Puis nous autres, notre mission de présenter chaque semaine les nouveautés, on ne voulait pas déroger de ça. Mais c'est sûr que ça se retrouve, d'après moi, chacun dans nos tops, si c'est pas en mention à tout le moins. Là, on verra. Je pense pas qu'il va passer sous silence. Là, non, ça c'est certain. Penses-tu que tu vas retourner le voir? Peut-être. Okay. C'est sûr que je n'irai pas avec ma conjointe parce que ce n'est pas du tout son genre. C'est pas sa tasse de thé. Non, vraiment pas. Mais ça se peut bien. Oui. J'ai vraiment aimé ça. Fait que peut-être j'irai pour un autre tour de manège. Ouais, moi, c'est le genre, peut-être pas d'un fight, mais j'imagine qu'il va être quand même à l'affiche quelques semaines, là, mi-janvier, là, des fois. Il y a des films que j'aime revoir, mais souvent, j'essaie de laisser 3 semaines, là, 2 visionnements trop succints. Surtout ce genre-là, c'est quand même un film, il faut... qui est pas lourdeau, là, mais qui... Il porte à réflexion. Ouais, c'est ça, là. Il est quand même intense, là. Fait que... Allez le revoir tout de suite après. Là. Certains pourraient dire qu'il y a un
petit peu de longueur, un petit moment qui traîne à un moment donné, parce qu'il est comme 2h20 à peu près. Mais il se passe quand même beaucoup d'action. Moi, je le pardonne pour toute la créativité qu'il y a autour. Puis on reste quand même scotché, on se demande vers où ça va aller. Là, fait que on décroche pas. Là, c'est tout le long, je me dis, OK, où c'est qu'ils vont aller avec ça? Là, comment ça va se terminer? Là, donc, fait que voilà. Alors. T'avais-tu quelques fun facts rapidement? Je sais que Yorgos a cherché longtemps. Oui, en fait, dès 2009, il avait acheté les droits, obtenu les droits d'adaptation. Il avait rencontré l'auteur même, qui était déjà assez âgé à ce moment-là, qui était comme 80 quelques, qui est décédé, je pense qu'un an ou deux. Il n'a pas vu le produit final. Mais évidemment, vu la thématique, le sujet et tout ça, c'était difficile à faire financer. Donc, c'est vraiment en tournant The Favourite avec Emma Stone qui était dans le film, qui lui a parlé de ce projet-là et elle a embarqué. Donc, avec Emma Stone comme coproductrice, ça l'a aidé à aller chercher du financement, d'autant plus que The Favourite avait connu un bon succès. Ouais, c'est ça quand même pour ce genre de film-là, avec nomination aux Oscars aussi et tout ça. Donc, fait que grâce à The Favourite, il a pu financer Poor Things. Puis tu me disais, je pense que t'as pas lu le roman, mais en lisant autour du roman, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout écrit de manière un peu la forme semble très éclatée, de la même manière. C'est ça, donc c'est comme un journal de bord des deux personnages, donc de Bella Baxter, Emma Stone, et de son fiancé, qui est comme l'assistant du scientifique fou de Willem Dafoe. Puis dans le fond, les deux racontent leur histoire, mais ils vont se contredire dans les faits. Fait que c'est comme qui dit vrai. Et puis je pense que là, il y a une troisième trame qui est l'auteur, qui agit comme narrateur, qui vient, je pense, recadrer un peu leur histoire à eux. Fait que ça a l'air assez intéressant. C'est ça qui est bien, je trouve, qu'on disait, tu sais. C'est une bonne raison de l'adapter au cinéma parce que là, tu le comptes d'une manière complètement différente. Le roman est atypique, puis ça donne ça aussi à l'écran, je pense. Oui, parce qu'eux aussi, ils ont quand même un échange de lettres, puis de télégrammes, puis d'affaires comme ça, alors que nous, comme on le voit, on comprend pas le film de cette manière-là. Là. On les voit agir et tout. Un film de famille, peut-être pas pour la famille, mais un film de famille de Iron Claw de Sean Durkin, La Griffe de fer au Québec, avec entre autres Zac Efron. Et, métamorphosé. Oui, c'est ça. Métamorphosé. De film en film, il continue à prendre la masse musculaire, mais là, il en a donné... Il a fait sa gonflette correctement. Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Holt McCallany, qui joue le père de famille, qui est très intense, et Lily James également. On est au début des années 80. On va suivre l'ascension et éventuellement la chute de la famille Von Erich, qui est une famille très importante dans l'histoire de la lutte. Pas la lutte romaine, mais vraiment le wrestling, la WWE. Ouais, mais on avait eu Foxcatcher il y a quelques années qui était sur cette lutte-là. Puis, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que c'est une forme de masculinité toxique par leur père qui vit son rêve par procuration à travers ses enfants. Fait que, déjà, le parallèle, la main de fer, c'était la prise que le père... quand il faisait de la lutte, il était un heel, donc un méchant, puis c'était comme il te met la main d'en face, puis là, il te serre le crâne, puis ça te fait mal. Mais c'était un peu le parallèle qu'il fait envers ses fils. Une famille de... à un certain point, 6 enfants, mais on comprend qu'il y en a un qui est mort là, de très jeune, fait qu'on le voit pas. Pour ce qui est du film, petite parenthèse, il y en a un qui est enlevé. On voit juste 4 garçons, nous autres, mais dans la vraie vie, il y en avait 5, mettons. Ouais. Fait que c'est un drame sportif. Oui, on est autour de la lutte, mais c'est pas un film sur la lutte. Les scènes de lutte sont très bien faites. Durkin a insisté pour... Il a pas insisté pour que les gars prennent la masse musculaire. Il y en a qui l'ont fait de leur propre chef pour en prendre autant. Là. Mais c'était comme, vous allez apprendre à lutter, puis on va faire les matchs de lutte pour vrai, puis c'est pas vrai qu'on va coter puis faker. Puis, fait que ça, c'est très bien mis en scène. Mais c'est un film, comme je dis, c'est un drame familial. C'est la famille, c'est la pression que le père met sur les garçons, la pression entre les garçons, une certaine rivalité, mais en même temps que l'amour est plus fort que tout, si on veut. Puis moi, j'ajouterais un beau film sur la fratrie. La fratrie, vraiment aussi. Je trouve qu'ils sont beaux à voir. C'est des frères qui s'aimaient.
Je trouve ce lien-là. Ils ont toutes des forces puis des faiblesses complémentaires. Là, puis ils s'acceptent comme ils sont. Puis même si des fois, justement, ces rivalités-là, engendrées par leur père, n'est pas toujours facile, ils se soutiennent quand même. Et comme tu l'as mentionné, c'est quand même une famille qui a vécu une grande tragédie, alors que sur les 6 enfants originaux, si on inclut lui qui n'est pas dans le film, il n'en reste qu'un. Donc, il y en a un mort en bas âge, il y en a un qui est mort d'une rupture d'intestin, alors qu'il était pour arriver au sommet, finalement, au Japon, en tournée de lutte, une couple de suicides, pas capable de vivre avec la pression et tout ça. Donc, puis, tu sais, ça me rappelle Souterrain de Sophie Dupuis il y a quelques années, c'est cette masculinité toxique, pas de t'as une petite graine, puis blabla, mais de genre. Hey, ça va pas vraiment. Ben, tu sais, ça va passer, là. Prendre une bière, ça va passer. On parle pas des affaires. Les hommes pleurent pas, on montre pas nos émotions. Non, faut juste être tough, on continue. Puis un peu tough love, justement. Puis le rôle, j'aime bien le rôle de Lily James là-dedans, qui, elle, va éventuellement devenir la femme du personnage de Zac Efron, Kevin, je pense. Je mélange tous leurs noms ensemble. Puis elle lui permet à lui d'avoir un point de vue extérieur parce que les autres sont tous assez jeunes. Là. Tu penses que les personnages sont pas mal plus jeunes que les comédiens. Là. Mais les autres sont tous encore groundés dans leur famille, dans leur sport. Il y en a un qui s'entraîne pour les Olympiques pour le lancer du disque. Puis il se ramène peut-être beaucoup dans le noyau familial alors que lui, il a comme une vision extérieure qui est nourri aussi par l'amour, mais ça fait comme il y a une confiance avec sa conjointe. Il est pas c'est pas une conjointe qui va être en confrontation avec sa famille, puis il faut qu'il choisisse entre les deux. C'est plus comme un rôle conseil par rapport à comment il va gérer ça. Mais toute la famille vient être convaincue qu'il y a une malédiction qui s'abat sur eux parce qu'ils n'y arrivent pas. Aussi, au travers de ça, oui, on est dans la lutte, c'est qu'ils veulent être champion heavyweight, champion poids lourd. Puis ce que tu comprends aussi du monde de la lutte, c'est que il faut que tu sois bon dans le ring, il faut que tu sois bon avec un micro autour du ring. Puis là, si tu arrives à bâtir un genre de fanbase, ben là, on peut te faire lutter à plein d'endroits puis amener les grands scénaristes de on est dans les débuts là, de la fameuse WWE puis toutes ces affaires-là. Ben là, ils vont donner une meilleure place puis éventuellement dire, oui, tu vas gagner. Puis à un moment donné, il l'explique quand il est dans une date avec Lily James de... ouais, mais c'est tout arrangé, cette affaire-là. Pourquoi que ça change que tu as gagné là, une classe là, Texane? Puis il dit c'est comme une promotion. Oui, le scénario avant le match va être arrangé, qui gagne, puis c'est quoi les 2-3 prises qu'on fait, mais les claques, puis quand je tombe, puis il y a un moment, là, il mange une méchante volée, là, il se fait faire une chute hors du ring plus intense qu'il pensait, puis c'est comme... j'ai des mal pour vrai, là. Ses blocs de glace puis tout. On l'a vu il y a quelques années avec The Wrestler quand même, là, il y a 10-12 ans là, avec Mickey Rourke. Ben, là, c'était un lutteur en fin de carrière qui s'accrochait. Ben là, c'est eux qui veulent démarrer puis être dans le show. Fait que la famille Von Erich a amené beaucoup dans le monde de la lutte. Puis, tu sais, on l'a pas mis d'entrée de jeu, mais on est au Texas. Là, fait que c'est pour ça aussi que la religion a un gros apport là-dedans. Tu sais, ils ont un plus jeune frère, lui, qui est plus dans la musique. Puis ses parents, c'est comme, non, ça, c'est une affaire de bohème de merde. Là. Tu vas... au moins fais de la lutte comme tes frères, ou sinon étudie, mais tu feras pas de la musique certain. Fait que, écoute, il y a des choses assez prévisibles, comme on l'a dit un peu, on parle du deuil de certains enfants, ben c'est comme connu autour de leur famille et tout, ça n'empêche pas d'aller voir le film, c'est pas nécessairement un spoiler, c'est vraiment ça. C'est pas un film de lutte, c'est un film de famille autour de la lutte. Ouais. Mais très bien fait, très bien joué. Zac Efron est excellent et surtout Jeremy Allen White que moi j'ai découvert dans The Bear sur plateforme, une série qui a un gros buzz. Et lui, c'est comme un peu le coq, un peu plus flamboyant en personnalité. Super bon. Fait que vraiment un drame de qualité. Allez voir ça. Exact. J'aime beaucoup les drames sportifs. Puis il s'inscrit dans les hautes listes personnelles, là, dans ma haute liste personnelle de qualité. Donc, allons... Passons en rafale rapidement le reste. Oui, il y a plein d'autres films. Quand même, retour d'un super-héros, Aquaman. Retour et fin en même temps. Aquaman et le Royaume perdu and the Lost Kingdom de James Wan, qui est le dernier film du DCEU. Ouais, qui est le 15e, il faut le rappeler. Ouais, en 11 ans, je pense. Ça avait commencé en 2013. Fait que toutes les affaires de Zack Snyder et tout. Fait que là, c'est la fin. Après ça, il y en aura
pas l'an prochain, puis pas Zack Snyder, James Gunn repart avec des Superman. Avec Superman, bref, Jason Momoa reprend son rôle. Quand même un très bon casting de lui pour être le... D'ailleurs, il faut dire que le premier Aquaman est le film de cet univers-là qui a eu le plus de succès au box-office. C'est ça, je me souviens plus si Justice League avait fait plus, mais non, c'est lui. Okay. Ouais, qui avait été une surprise en 2018, justement, en faisant plus d'1 milliard. Fait que ici, là, il va retrouver Patrick Wilson, qui joue son demi-frère, et un ennemi qui avait été présenté dans le premier, Yahya Abdul-Mateen II, que je me souviens plus le nom du méchant, mais que... Black Mamba, c'est ça? Ouais, c'est comme son Mamba, personnage, fait, mais il l'appelle plus que David quelque chose. Kane, David Kane, je pense que c'est toujours son nom et prénom. Qui, lui, son père avait été tué par Aquaman dans le premier, là, dans un accident de sous-marin. Puis, je pensais jamais dire... Il est fâché, le monsieur. C'est ça. Fait que là, il va aller chercher il va tomber sur un trident avec des pouvoirs spéciaux. Puis là, un petit peu à la Sauron, là, le Seigneur des Anneaux. Il y a une espèce de force du mal qui va se nourrir de lui parce qu'il veut vraiment obtenir vengeance. Fait que c'est ça. Aquaman n'aura pas le choix d'aller... libérer et même faire évader son demi-frère Patrick Wilson, là, qui avait comploté contre Aquaman. Contre tout le royaume sous-marin, les 7 royaumes, je pense. Fait que voilà, regarde, film d'aventure, film de super-héros. Puis style un peu body movie, là, parce que là, c'est comme les deux personnages qui doivent faire une alliance entre eux. On parlait de famille, c'est des frères, mais là, ils s'aiment pas, mais voilà. Et Aquaman a un petit bébé aussi dans le film. Donc, je pense que c'était l'aspect le plus intéressant parce que, de mémoire, c'est le premier super-héros qu'on voit être parent. Mais, non, t'avais Ant-Man aussi, c'est vrai. Ouais, Marvel, il y en a un peu plus. Jeremy Renner aussi, il y a des enfants. Ouais, c'est vrai. Jeremy Renner, oui, mais en tout cas, Hawkeye. Mais dans le DCU, c'était le premier. Donc, ça, quand même, des petites séquences assez très, très comiques. Alors, Aquaman, on est dans le très léger. Il faut souligner, on est... écoute, moi, je trouvais qu'on était proche des torts de Taika Waititi. Là, peut-être. Un petit côté décalé, ça s'assume. On fait des jokes. Des needle drops, là, des grosses chansons là, qui viennent à certains moments. Momoa a un ton plus léger pour jouer son... camper, son Aquaman. Et qu'en est-il de la controverse Amber Heard? On en parle 2 secondes. Ben oui, mais en fait, c'est parce qu'Amber Heard a été dans une espèce de tribunal qui était comme public, puis en live sur YouTube avec Johnny Depp là, pour des scènes de ménage. Là. Honnêtement, je ne me souviens plus trop comment ça a fini. Là. Mais, fait que là, la production, ce film-là a été victime de reshoot après reshoot. Autant des tests devant du public, des audience screening. Puis là, OK, il faut retighter ça. Tu sais, quand tantôt on parlait de la machine à saucisses, là, OK, comment on fait pour que ce film-là plaise vraiment beaucoup? Le DCU a flippé son calendrier d'un bord puis de l'autre toute l'année. Fait que c'était supposé sortir avant un. Finalement, ça sort après l'autre. Ça a été tassé d'1 an. La pandémie n'a pas aidé, évidemment. Fait que, tu sais, on voit que ça a été retravaillé là, beaucoup, là, tous les morceaux du casse-tête. Fait que Amber Heard, finalement, on n'a pas pu l'enlever complètement parce que, tu sais, en fait, c'est qu'on a juste voulu l'enlever parce qu'elle avait mauvaise presse, là, criminellement, elle n'a pas tué personne. Warner dément le contraire, ça se sent quand même dans le montage. Oui, parce qu'elle voulait les poursuivre, mais il y a des moments où elle est clé, fait qu'elle est là. Fait qu'elle est comme pas d'intransition, mais dans les scènes de bataille, puis dans les grosses affaires. Mais, je pense qu'elle a dit 3 répliques dans le film. Là, fait que c'est un peu étrange tout ça. Mais, puis elle n'est pas dans bande-annonce, genre. Ouais. Fait que c'est un peu bizarre. Pourtant, écoute, je suis pas spécialiste de ce qu'elle a fait, mais c'était plus des problèmes de chicane amoureuse, puis de s'être lancé des objets par la tête, puis de diffamation, mais je sais pas, je veux dire, c'est réglé, c'est plate de tout canceller, le film est tourné et dedans, fait que je trouve qu'ils sont un peu nuits. Ben, les deux, autant Depp qu'elle, c'est ça. Leur image en a pris pour un coup des deux bords, puis ça a eu des impacts sur leur carrière, malheureusement. À noter quand même qu'à l'origine, il devait y avoir un Batman, mais qui a changé de visage plusieurs fois parce qu'on avait tourné des scènes avec Michael Keaton. Mais là, ne sachant plus si The Flash sortait avant ou après, fait que là, finalement, on a comme scrappé l'idée, bien que finalement, Flash est sorti avant Aquaman, vu qu'on aurait pu le garder. Mais entre-temps, on avait retourné des nouvelles scènes avec le Batman de Ben Affleck, qu'on a finalement décidé aussi. Ils ont tourné avec George Clooney aussi? Non, c'était les deux. Alors, beaucoup d'argent dépensé pour des scènes qu'on ne verra jamais. Mais pour vrai, s'il avait gardé le Batman de Michael Keaton, ça aurait eu aucun sens.
Effectivement. Parce que dans Flash, comment il se promène, puis tout, c'est un autre univers. Fait que pourquoi Aquaman... Pourquoi que Batman... Ben, remarque à la en fin... fait, ce qui arrive, c'est que à la fin de Flash, il dit « Hey, t'es le seul que dans tous les univers, c'est toi, là. » Tu sais, c'est Arthur Curry, mais tu sais, Jason Momoa. Mais Batman... Mais t'es comme, ouais, mais ça, c'est les ennemis que tu t'es fait dans le premier qui est dans notre univers du Justice League puis des affaires. Fait que tu peux... Ah, en tout cas, bref. Mais à l'origine, je pense que à la fin, parce qu'on voit comme le nouveau Batman intégrer l'univers du DCU, devait être Michael Keaton, parce qu'il y a des photos qui ont été tournées. Okay. Et je pense qu'en cours de route, ils ont juste amené le gag de George Clooney. On va prendre George Clooney. Ouais, parce que ça finit nulle part. Puis c'est pas gros spoiler, mais on tue finalement le Batman de Michael Keaton. Il meurt dans The Flash. J'avais oublié. Fait que finalement, c'est ça. Mais alors, mais c'était pas dans, je pense, dans la première mouture du film, c'était pas ça. Fait que je pense que Keaton devait intégrer le nouvel univers qui finalement se termine avec Aquaman. Voilà. Sinon, tu as d'autres choses? Écoute, sortie familiale, migration des studios Illumination, eux qui sont derrière Détestable Moi, puis Les Mignons, puis tout. Puis qu'on dit, un des trucs qui est fascinant. Et Super Mario, leur gros succès de l'année. Oui, c'était pas pire, ça. Oui, c'est vrai. Un de leurs succès, c'est que... Leur carte forte, c'est qu'ils font de l'animation de haute qualité pour un coût vraiment moindre en faisant... C'est des Français qui, la plupart, font... L'animation est en France. Je sais pas s'ils vont en Europe de l'Est aussi ou quoi que ce soit, mais ils ont des trucs très éclatés, très familiaux. Ici, avec Migration, c'est un canard un peu craintif qui, d'habitude, restait en Nouvelle-Angleterre, donc dans l'Est américain, tout l'hiver. Mais là, sa famille dit non, ça serait le fun de migrer puis aller... dans le sud. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils disent OK, c'est bon, on va y aller. Mais là, ils vont se perdre en cours de route et ça va être toute une aventure pour cette famille de canards. Fait que c'est pas une histoire de Noël, mais c'est une histoire de famille qui va miser sur le courage puis l'ouverture vers les autres parce qu'ils vont découvrir des oiseaux de partout. Un côté hivernal, on fuit le froid pour aller c'est vers parfait pour les chaleur. snowbirds, exactement. Fait que oui, c'est pas fou. C'est juste, je regardais les posters, toutes des couleurs fluo, flashy et tout, tu sais. Fait que non, c'est ça. Moi, je fais très, mais non, pas besoin d'avoir des films de Noël à chaque Noël non plus. Il y a L'Abbé Pierre, une vie de combat de Frédéric Tellier, qui est sur le prêtre Henri Grouet, qui est mieux connu sous le nom de l'Abbé Pierre, lui qui a voué sa vie en France là, à aider les sans-abri, qui est entre autres derrière les Emmaüs, comme on a à Québec, le comptoir Emmaüs. Fait qu'un biopic là, sur sa vie, je pense que ça va avoir énormément de succès. Ça en a beaucoup en France déjà et c'est très bien reçu par la critique. La comédie dramatique et La fête continue, qui est le 23e film du MCU. Non, pas oui, non, ils sont plus que ça. De Robert Guédi-Guyane. Je dis toujours Guédi-Guédan, là, mais Guédi-Guyane. Genre de comédie dramatique sociale où c'est une militante là, du monde des quinquagénaires. Là. Mm-hmm. Une qui est plus établie dans des mouvements de révolution de la gauche, puis il va y avoir des élections municipales, puis elle se fait proposer d'être la nouvelle tête, fait que son implication là-dedans, puis elle va commencer une relation amoureuse avec un libraire à la retraite qui est joué par Jean-Pierre Daroussin. C'est Ariane Ascaride là, qui joue la personnage principale. Ce genre de film. Tantôt, tu parlais que tu aimais Emma Stone. J'imagine que tu l'avais découvert dans Easy A, comme plusieurs personnes. L'appelais-tu la note parfaite? Non, ça, c'est Pitch Perfect. C'était Superbad qui est arrivé avant? Ah, peut-être, mais ça, c'était son premier lead, Easy A. Là. Mais je pense que c'était dans Superbad que je l'avais découvert. Okay. Mais Easy A qui était... Très bien. Super vraiment. Bon film. Ouais. Le réalisateur Will Gluck nous présente, tu vois, je faisais un segway entre les deux, N'importe qui sauf toi, Anyone But You. Comédie romantique à l'eau de rose, deux personnes opposées, mais c'est quand même des belles faces. C'est Sydney Sweeney qui est dans les Euphoria et dans plein de choses, qui a fait parler d'elle pour le vidéoclip des Rolling Stones récemment. Et Glenn Powell, une belle face qui était dans Top Gun Maverick et un autre film d'aviation avec John David Washington, Devotion, oui c'est ça. Fait que c'est deux personnes qui étaient ennemies à l'université, mais là ils vont se retrouver invités dans une espèce de gros mariage à l'étranger. Leurs ex sont là, fait que pour bien paraître, ils vont faire semblant d'être un couple. Et guess what? Ils vont sûrement tomber en amour. Fait que c'est... Penses-tu?
Les contraires s'attirent. Fait que c'est exactement ce genre de film, mais tu l'as dit que ça parlait à ta conjointe. Ah ouais, ça, peut-être que tu vas aller le voir finalement. Oui, elle va aller le voir, puis moi je vais aller voir Poor Things. OK. Faites pas ça. Je sais qu'il y a des couples des fois qui ont des goûts complètement opposés, mais qui disent bon, ce soir-là, c'est toi qui choisis le film. Mais ça fait un peu qu'il y en a tout le temps des deux qui est marabout puis qui subit le film. Fait que c'est mieux d'être en paix puis aimer ce qu'on aime finalement. Il y a 3 films qui sortent le 25 décembre. 3 films américains. Ferrari de Michael Mann, qu'on aurait bien aimé voir, mais à Québec, on n'y a pas eu accès. Fait que on y rentre dans le temps des fêtes. C'est une des raisons pourquoi on fait notre top de l'année. Au cas où il s'y retrouve, je vois que pour la plupart des critiques à date, il ne l'est pas. Là. Le film est très bien coté en général, mais je pense pas qu'il est un must de l'année. Mais moi, j'ai très hâte de voir ça. Ça se passe surtout autour de l'année 57 quand Enzo Ferrari, la compagnie, va pas bien. Ça n'a pas toujours bien été chez Ferrari. Au bord de la faillite, il y a une crise familiale, il y a une maîtresse, tout va tout croche. En plus, je pense qu'ils se remettent mal du décès de leur fils. Fait qu'ils misent tout sur la course, le légendaire Mille Miglia, qui est une course de 1000 milles à travers l'Italie. Fait que s'il gagne, c'est sûr que ça relance la compagnie. Sinon, il perd tout, puis c'est la fin. Fait que joué par Adam Driver. Spoiler, il gagne-tu? D'après moi, oui, parce que tout va bien pour Ferrari. C'est ça. Même en Formule 1, ça va bien pour Ferrari. Il y a Penelope Cruz qui joue sa femme et Shailene Woodley, je pense, qui joue sa maîtresse. Ouais, c'est ça. Fait que voilà, Ferrari le 25 décembre. La couleur pourpre de Color Purple, de Purple Color, j'ai oublié. De Color Purple. De Color Purple. Là, on n'est pas c'est pas une réadaptation de la version de Steven Spielberg, mais on est retourné au livre qui, lui, avait été adapté en comédie musicale à Broadway. Alors, c'est ce musical-là qu'on adapte au cinéma. Fait qu'on est en Géorgie dans la première moitié du 20e siècle, puis on va suivre l'épouse l'épouse d'un musicien violent qui en vient à s'affirmer au contact de la maîtresse à l'esprit libre de ce dernier. Là, j'ai littéralement lu le synopsis. Au début, ça me disait rien vraiment, mais je vois les premières critiques qui sortent qui sont vraiment excellentes pour le film. Fait que, moi, je dois avouer que j'ai découvert le film de Spielberg vraiment sur le tard, là, une fois adulte. Bien sûr, quand il est sorti en 85, j'avais 8 ans, là, fait que ça m'intéressait pas. Là. Ouais. Mais, est-ce que Whoopi Goldberg avait gagné l'Oscar de la meilleure actrice pour ça? Ou nommé à tout le monde? Non, parce qu'elle avait gagné pour Ghost, mais écoute, probablement qu'elle était en nomination, mais elle était vraiment. Ou c'était peut-être Oprah Winfrey, une des deux, je ne me rappelle plus. Mais non, c'était un drame vraiment percutant, une histoire vraiment intéressante. Et puis là, la comédie musicale à Broadway a gagné beaucoup de prix là, à sa sortie il y a quelques années. Ça avait créé un gros buzz, les Tony Awards. Ouais, c'est ça. Puis non, moi aussi, j'ai bien hâte de voir cette nouvelle mouture-là. Oui, il y a entre autres Hailey Bailey qui est dedans. La petite sirène c'est ça. Moi, qui est une de mes actrices coup de cœur de l'année. Mais on souligne là, les bons coups de la réalisation, que les chansons sont puissantes et très, très bien dables. Puis c'est une adaptation vraiment vibrante. Fait que, je pense que c'est une des excellentes comédies musicales de cette année. Et il y a aussi un autre drame sportif de Boys in the Boat, Les garçons dans le bateau. Donc, ils étaient un seul homme au Québec. Mais j'aurais aimé ça que ça s'appelle Les garçons dans le bateau. C'est une réalisation de George Clooney. Qui réalise plus qu'il joue maintenant. Oui, produit, réalise surtout. Ouais. En 1936, à la surprise générale, l'équipe d'aviron de l'Université de Washington parvient à se qualifier pour les Jeux olympiques de Berlin. Donc, un petit peu avant la Deuxième Guerre, avec Joel Edgerton qui joue l'entraîneur et Callum Turner, entre autres, qui était... j'étais là, où c'est que j'ai vu sa face à ce mec? Il joue le frère de Eddie Redmayne dans tous les derniers Animaux Fantastiques, là, en tout cas, le Scamander. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est un récit inspirant. Là, on est dans le drame biographique, un petit peu plus drame sportif bio, un peu plus classique encore que La Griffe de Fer. Ouais. Là. Mais, plus c'est le Chariots of Fire, j'ai l'impression. Probablement. Là, surtout que l'aviron, c'est quoi la clé? C'est la synchronicité. Il faut être ensemble, il faut travailler. Et c'est ça. Fait je pense que ça finit plus heureux que Iron Claw. Écoutez, c'est ça. J'espère qu'il y a un film là-dedans qui vous intéresse pendant les fêtes, sans oublier tout ce qui est sorti dans les 2-3 dernières semaines. Rue qui est encore à l'affiche, par exemple au Québec. Là, c'est le moment d'aller le voir, qui est aussi une belle alternative familiale. Bref, il va aussi y avoir des sorties le 5 janvier écoute, je sais pas si on n'aura pas d'épisode le 5, peut-être. On va revenir après pour le 12. Fait que on pourra parler de ce qu'on a vu. Il y a un film d'horreur là,
de Blumhouse qui essaie de refaire l'effet Megan avec Night Swim. American Fiction, pour ceux qui se posaient la question, fiction américaine avec Jeffrey Wright, c'est le 5 janvier que ça devrait prendre l'affiche. C'est aussi un très gros Québec. buzz avec ce film. Très hâte de voir cette comédie-là. Yannick aussi, comédie de Quentin Dupieux. Quelle bande-annonce géniale. Oui, c'est ça, là, d'un gars qui va voir une pièce de théâtre, trouve que c'est de la merde, se met à parler aux comédiens. Là, ils disent, mais ça se fait pas. Finalement, il les prend en otage en leur demandant de réécrire la pièce, mais finalement, c'est vraiment de la merde ce qu'il écrit, mais il est force à jouer. Fait que, c'est du Dupieux, là, des situations improbables et absurdes, mais qui a l'air vraiment un genre de huis clos, justement. Bref, et on va vous présenter notre top 5 là, au début de l'année, là, quand ça donnera. Quand ça donnera pour nous de l'enregistrer. D'ici là, comme d'habitude, écrivez-nous au balado au singulier à commercial-monciné.ca. J'avoue qu'il va peut-être avoir un trou de réponse là, entre maintenant et mettons le 4-5 janvier. Et on vous invite quand même toujours à procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite du bon cinéma, du bon temps en famille, un joyeux temps des fêtes et petits trucs comme ça. Là, si vous voulez des beaux cadeaux du Père Noël, laissez-lui un sac de popcorn.